Bonjour à tous, c'est avec notre hymne territorial que nous vous accueillons dans les jardins de l'Assemblée de Polynésie française pour rejoindre aujourd'hui le tour du monde de la francophonie. Depuis plus de 33 ans, la Polynésie a un statut d'autonomie interne et c'est ici, à l'Assemblée de Polynésie française, que se prennent les grandes décisions du pays. Mais c'est un lieu qui est également chargé d'histoire, Éméré. En parlant d'histoire Lovaina, on raconte que la reine Pomare IV affectionnait ce lieu. Elle prenait de longs bains chaque matin dans le bassin naturel qui entoure la source. Et Pomare la Grande fut reine de Tahiti, Moorea et des dépendances de 1827 à 1877, d'abord sous l'influence des missionnaires britanniques, puis sous le protectorat français. Pomare IV fut la reine de Tahiti pendant 50 ans, autant dire le règne le plus long de l'histoire de Tahiti. Nous accueillons Ivana, descendante de la dynastie Pomare. Ivana, bonjour. Bonjour Éméré. Quel est exactement votre lien de parenté avec la reine Pomare IV? Alors, je suis fille de Denise Pomare. D'abord, la reine Pomare IV est mon arrière-grand-mère. Elle était la mère du prince Tuavira Joinville, qui est allé d'ailleurs en France. Tuavira Joinville était le père du prince Terihinuatua, qui est mon arrière-grand-père. Terihinuatua, le père du prince Aripaya Pomare, qui est mon grand-père, et mon grand-père, qui est le père de ma mère, Denise Vahinetuanui Pomare, dont je suis la fille unique. Alors, lors des 140 ans, lors de la commémoration des 140 ans du décès de la reine Pomare IV, une stèle a été érigée. Elle a été réalisée par Teva Victor. Selon vous, est-il resté fidèle au personnage qu'elle incarnait? Oui, il est resté fidèle. C'est une personne qui a une prestance, d'ailleurs, dans la famille, beaucoup ont cette prestance, ce port qu'elle a et tout. Il a fait avec des yeux d'artiste, l'âme d'un artiste, mais ce qu'il faut retenir dans cette stèle, c'est qu'enfin, on va parler de cette grande dame à qui nous devons toute l'histoire de notre pays. Merci Ivana. Merci. Et continuons à parler de la reine Pomare et de ce bassin qu'elle affectionnait tant. Oui, Éméré, nous allons continuer à parler avec notre prochain invité. Il s'agit de Michel Dechazeau. Michel, bonjour. Bonjour, Lovaina. Michel, vous représentez localement la mémoire polynésienne. C'est beaucoup dire. Vous êtes anciennement professeur de lettres et vous tenez aujourd'hui une émission « C'était hier ». Avec vos invités, nous faisons un voyage dans le temps au travers de souvenirs et d'anecdotes. Ivana Pomare vient de dresser le portrait de son ancêtre, la reine Pomare IV, mais le bassin qui se trouve derrière nous était un lieu qu'elle affectionnait et que les Polynésiens affectionnaient également. C'est un lieu de mémoire en effet, parce que les Polynésiens affectionnaient particulièrement l'eau, la qualité de l'eau de cette rivière, la Vaiete, qui traverse ce jardin et qui va jusqu'au parc Bougainville ou parc Albert. Donc une rivière qui était très connue et très appréciée. On raconte même que les femmes qui venaient d'accoucher venaient s'y laver avec leur bébé. Elle devait avoir des vertus thérapeutiques, sûrement, cette eau. Et la reine ne buvait que l'eau de cette source. La source Vaiete. La source de Vaiete, et la source en particulier de ce bain, dans lequel, comme a dit Éméré, elle aimait venir se baigner très souvent, y passant d'ailleurs des heures, paraît-il, avec ses compagnes, avec ses dames de la suite, ses dames de compagnie, parce qu'elle trouvait que c'était rafraîchissant pour la peau et un lieu privilégié. Je dois dire qu'on apprécie, nous aussi, Lovaina, le calme, le havre de paix que représente ce bassin de la Reine, aménagé maintenant. Ce lieu était un havre de paix, mais c'est aussi un point stratégique puisque c'est ici qu'a été établie la maison du gouverneur, aujourd'hui l'Assemblée de la Polynésie française. C'est en effet encore un autre lieu chargé de mémoire. Cette place Taraoi était autrefois une terre qui accueillait les chefs des îles voisines qui venaient ou les grands voyageurs de l'océan. C'était un lieu de rencontre où on discutait politique, prestige, économie, gestion
Et c'était un lieu chargé de pouvoir et d'histoire. Et en effet, les missionnaires en 1839 ont décidé de sédentariser un peu la reine, qui avait tendance à aller de faré en faré. Ils lui ont construit un faré à l'emplacement de l'actuelle Assemblée territoriale en 1839. Et peu de temps après, c'est le gouverneur qui a amené une maison préfabriquée pour être son résidence. Et ce qu'il y a de curieux, c'est que l'histoire se prolonge, puisqu'il y a l'Assemblée territoriale à la place de la Maison de la Reine, mais il y a toujours la résidence du haut-commissaire. Eh bien, merci Michel. Aujourd'hui, nous fêtons la francophonie. En tant que professeur de français, quel est votre avis sur la question, très rapidement? Très rapidement, je dirais qu'on a la chance d'avoir le bilinguisme et qu'il ne faut pas rater cette chance. En tout cas, je rappellerai aussi que la reine Pomaré était favorable à l'apprentissage du français, puisqu'elle a envoyé son fils avec 7 autres étudiants à Nantes pour apprendre le français, et Joinville, qui reviendra, Toivira, lui servira souvent d'interprète. Michel, on a plaisir à écouter notre histoire avec vous. Et aujourd'hui, c'est Ayata Tarahou, qui nous raconte ce qu'est la francophonie et surtout quelle est sa place en Polynésie. Pour toi, qu'est-ce que la francophonie? Francophonie, mais j'ai déjà parlé, mais une bonne question, je ne sais pas. C'est quoi ça? C'est tout ce qui est français à l'étranger. La francophonie, ensemble de peuples francophones parlant le français ou encore ensemble de pays où le français est une langue dominante, voire officielle. Avec les millions de francophones recensés aujourd'hui dans le monde, le français fait figure de mastodonte dans le paysage linguistique mondial. Elle serait aujourd'hui la 9e langue la plus parlée sur la planète. Comme collectivité d'outre-mer, la Constitution française s'applique aussi en Polynésie et le français y est la seule langue officielle. La loi Toubon du 4 août 1994 précise dans son article 1er « Langue de la République en vertu de la Constitution, la langue française est un élément fondamental de la personnalité et du patrimoine de la France. Elle est la langue de l'enseignement, du travail, des échanges et des services publics. Elle est le lien privilégié des États constituant la communauté de la francophonie. » Comme c'est expliqué dans la loi, le français est la langue de l'administration, de l'enseignement et des échanges. D'autres langues sont parlées, mais aujourd'hui, elles n'ont pas un statut officiel. Le gouvernement de la Polynésie a fait objet d'un essai en 1981, lorsque la langue tahitienne a été déclarée officielle à côté du français. Mais la révision de la Constitution française de 1992 a effectivement révoqué le statut officiel de la langue tahitienne. La langue de la République est uniquement le français. Ça pose un problème parce qu'on est chez nous quand même, c'est notre pays, c'est notre culture, c'est notre langue, voilà. Je vois pas pourquoi, je sais pas pourquoi ce n'est pas la langue officielle. C'est d'abord en 1847 que la langue française est instaurée à Tahiti lors du protectorat imposé à la reine Pomaré IV. Elle est alors la langue de l'administration. En 1880, elle devient langue officielle lorsque le pays fut annexé par la France. La Polynésie se situe d'une manière un peu spécifique parce que, pour reprendre un livre de Bruno Sora et la thèse qu'il développe, bien, il y a encore ici de la colonisation. La Polynésie n'est pas encore totalement décolonisée, ce qui est le cas de l'Afrique. Mais aujourd'hui, c'est un fait, et le français est compris, parlé, lu et écrit par plus de 94% de la population locale, selon le recensement effectué en 2012. Il est dit que chaque langue porte une culture et une identité, mais les Polynésiens ne sont pas biculturels et très peu sont parfaitement bilingues. L'acculturation a été telle qu'ils n'ont pu s'approprier cette culture française. Aujourd'hui, seule la culture polynésienne est enracinée ici. En Polynésie, la francophonie est déclinée sous plusieurs formes. La francophonie littéraire est bien plus manifeste grâce aux écrivains locaux. Mais là aussi, le passé historique est encore bien présent dans les esprits et pousse certains auteurs à définir la francophonie comme une forme de colonisation culturelle. Chantal Spitz, par exemple, est assez violente dans ses écrits et elle a écrit un beau texte en particulier où elle dit « Je parle français ». Mais dans ma tête, je ne suis pas française. Je ne suis pas de culture française, je suis de culture polynésienne. Et ça, j'y tiens. Et pour cette raison, je ne veux pas être dans la francophonie, parce que la francophonie, c'est une forme de colonisation culturelle.
À l'Université de la Polynésie, la francophonie est une ressource. Un service lui est dédié depuis l'ouverture de l'établissement en 1987. En tant que membre de l'Agence universitaire de la francophonie, elle a ainsi la possibilité de mettre en place des échanges entre étudiants et chercheurs sinophones ou anglophones. Par conséquent, la langue française devient alors le pont entre nous et tous les pays francophones. En novembre prochain, nous avons un colloque international sur la sécurité alimentaire en Asie-Pacifique. Et justement, nous allons inviter donc différentes personnalités du monde scientifique asiatique, mais également français et francophones. Donc nous aurons des invités qui viendront de France métropolitaine, mais également du Cambodge, du Vietnam et de Chine. Et qu'est-ce qui unit justement tous ces chercheurs? Oui, leur intérêt scientifique, oui, leur intérêt pour un sujet comme celui-là, mais également l'emploi du français. Donc c'est toujours par le biais de la langue francophone en tant qu'outil d'échange que nous avons pu mettre en place ces collaborations, à la fois sur le plan des échanges d'étudiants, d'enseignants, mais également sur le plan de la recherche. Donc nous essayons, depuis pas mal d'années maintenant, de mettre en place certes des réseaux, mais surtout des programmes également de recherche, où l'on utilise certes l'anglais, mais également le français comme moyen de communication. En Polynésie, la francophonie profite donc à la recherche et à la littérature, langue de transmission du savoir ou de la culture. Mais contrairement à la Nouvelle-Calédonie, nous ne sommes pas membres de l'Organisation internationale de la francophonie. Résultat, le pays jouit très peu des avantages qu'offre la francophonie, tant au niveau économique que politique. Nous l'avons découvert, la francophonie dans la littérature. Un petit extrait avec Ayata, notre prochain invité, nous en dira un peu plus. Titawa Porché, vous êtes maître de conférence en littérature française à l'Université de Polynésie et il se trouve que vous avez co-dirigé un numéro spécial sur les francophonies océaniennes qui vient juste de paraître. Qui vient juste de paraître, oui, on est ravis. Mon complice Andreas Persman et moi-même sommes vraiment contents que ce numéro ait pu voir le jour parce qu'il est l'occasion de faire connaître cette francophonie littéraire qui est peu connue dans le monde et donc c'est une porte qui s'ouvre pour nous et qui nous donne la possibilité de faire entendre nos textes. Alors on a des textes magnifiques de Polynésie française mais aussi de Nouvelle-Calédonie et on a des textes sublimes donc de nos auteurs comme Harry Rowe, Chantal Spitz, Flora de Vatine et aussi Dewe Gorodé, Frédéric Hollen, voilà, les auteurs de Nouvelle-Calédonie qu'il faut aussi vraiment faire connaître. Titawa, la littérature francophone, elle est née de quelle manière en Polynésie, à Tahiti? Alors à Tahiti, mais pas seulement à Tahiti, je dirais dans tout le Pacifique, notamment en Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Zélande, Vanuatu. Elle est née, disons, à la fin des années 70, en même temps qu'ont vu le jour des mouvements contestataires, au cours desquels, en fait, certains auteurs ont eu besoin de revendiquer leur identité culturelle. On a des personnages, des figures importantes comme celle de Henri Hiro, qui le premier a écrit des textes, alors forcément des textes en tahitien, mais qu'il a tenu absolument à traduire en français. Et surtout, il a invité, il a engagé certains auteurs à écrire. On parlait tout à l'heure de Chantal Spitz. C'est lui qui, le premier, lui a dit « écris ». Peu importe la langue d'écriture, il faut que tu écrives. Et c'est ce qu'elle a fait. Et quelques 15 ans plus tard, est né le premier roman écrit en français par Chantal Spitz. C'était en 1992. Voilà, 1991 exactement. Donc premier roman tahitien francophone. Ce roman, L'île des rêves écrasés, c'est un roman engagé avec ce personnage, Tetiare, qui représente un peu l'auteur Chantal Spitz. Oui, Tetiare, c'est un parangon de l'auteur et je dirais que ce qui va être intéressant dans ce roman, c'est un peu un roman contre-historique, c'est-à-dire qu'à travers une fresque familiale, en fait, cette famille va rencontrer les différents événements qui ont constitué l'histoire de la Polynésie française, depuis la rencontre avec les premiers navigateurs jusqu'aux essais nucléaires qui constituent le point culminant en fait de ce roman. Et il est contre-historique dans la mesure où il s'efforce de raconter l'histoire cette fois-ci vue de l'intérieur,
par les gens qui ont vécu cette histoire et également pour contrer un peu le cliché de la littérature exotique et pour donner donc un contrepoint à cette littérature qui enfermait la Polynésie dans une image qui n'était pas forcément, dans laquelle elle ne se reconnaissait pas forcément. On parle beaucoup, on a cité beaucoup le mot contrer. Est-ce que la littérature francophone autochtone est toujours engagée, est toujours contre, pour dénoncer? Alors, pas toujours. Mais je pense que, comme toutes les littératures qui sont issues de milieux coloniaux, bien sûr, hein, quand on regarde la littérature caribéenne, quand on regarde la littérature africaine, on commence toujours par là. Mais non, effectivement, c'est une littérature engagée, mais pas seulement. On a, je pense à la poésie hybride d'une poétesse comme Flora de Vatine, qui vient d'obtenir d'ailleurs le prix José María de Heredia de l'Académie française, et qui est une poésie qui va tresser les différentes identités culturelles. On a également, on a beaucoup d'autres auteurs qui ne sont pas forcément... Tita Wapeu, absolument, Tita Wapeu qui vient de publier un roman coup de poing, Pina, qui est un roman qui est très, très dur, hein, qui est très noir, et qui a aussi un roman qui dénonce les inégalités et qui parle d'une Polynésie qui est vraiment à l'encontre de la carte postale. Voilà. Titawa, je vous propose que nous allions avec Éméré, parce qu'elle voudrait nous présenter un monsieur que vous connaissez très bien. Tout à fait, Loveina. Nous parlions à l'instant de la francophonie autochtone. Poursuivons donc dans cette voie en s'intéressant de plus près à Moetai Broderson. Ardent défenseur de la culture, il maîtrise la langue de ses ancêtres, mais aussi celle de Molière, ce qui lui vaudra d'ailleurs le prix du meilleur roman au Salon du livre polynésien en 2009. Côté politique, Moetai se caractérise par le sens des responsabilités et son engagement pour son pays. Lors de sa première visite au Palais Bourbon, l'élu indépendantiste qui siège à l'Assemblée nationale avait d'ailleurs attiré l'attention de nombreux médias. Et puis ensuite vous irez dans l'hémicycle, hein, là aussi pour visiter la première fois et puis faire une autre photo dans l'hémicycle. Une démarche assurée et un style décontracté. Moetai Broderson vient tout juste d'être élu député de la 3e circonscription de Polynésie française. Dans ce vaste lieu chargé d'histoire, le Polynésien découvre les yeux grands ouverts, les rites et usages de sa nouvelle fonction. Bon, c'est impressionnant, c'est, je pense, une tribune assez prestigieuse. J'espère qu'il y aura des débats importants pour la Polynésie dans les jours et les années qui viennent. Le député polynésien prendra sa décision définitive à la fin de la semaine. Moetai Broderson a fait une entrée remarquable, si on peut le dire, à l'Assemblée, au Palais Bourbon, à l'Assemblée nationale. Pensez-vous, Titawa, vous qui le connaissez, c'est un grand auteur, que c'est la réaction qu'il espérait, qu'il voulait susciter? Alors, je ne voudrais pas parler à sa place, donc je ne peux pas répondre à cette question. En revanche, ce que je peux dire de Moetai, qui est effectivement un écrivain vraiment passionnant et qui a toujours eu un engagement politique, hein, puisqu'il a écrit depuis l'âge de 14 ans. Dans un prochain numéro, d'ailleurs, sur littérature et politique, on va publier des textes inédits qu'il a publiés à 14 ans. Je le considère comme un citoyen du monde, c'est-à-dire qu'il est polynésien dans l'âme, hein, il a vraiment ses racines ici, il le montre encore, mais il est aussi à l'aise à New York qu'à Paris, que dans n'importe quel autre coin du monde, et les deux ne sont heureusement pas contradictoires. Voilà, je trouve que... Peut-être que c'était pour lui un moyen de faire évoluer la francophonie autochtone, de revendiquer son identité à l'Assemblée nationale. Montrer qu'elle lui est chère et montrer qu'on peut aussi siéger à l'Assemblée nationale et rester qui on est. Je pense que c'est un beau message. Titawa, avant de se quitter, un petit mot. Vous venez de faire paraître une pièce de théâtre. Alors, elle va paraître bientôt. Elle n'est pas encore. Elle n'est pas encore mise en place. Elle va paraître très bientôt. Donc, c'est une réécriture d'une de nos plus belles légendes, hein, la légende du cocotier ou la légende de Hina. Donc, c'est une réécriture moderne et donc au théâtre de cette pièce. Voilà. C'était notre parenthèse sur la littérature francophone. Moetai est un excellent orateur. Il maîtrise parfaitement le français, mais aussi le tahitien ou encore l'anglais, puisqu'il a vécu aux États-Unis. Et justement, nous nous sommes intéressés à la place du français et du tahitien dans la société polynésienne, notamment en politique.
En effet, l'Ovaina, c'est de ce perchoir, dans cette salle de séance de l'Assemblée de la Polynésie, que l'ancien président Jacques Hidrolé ou les présidents du pays, tels que l'indépendantiste Oscar Temaru, dirigeaient ces séances dans la langue maternelle, le tahitien. Mais pour l'heure, rendant à César ce qui est à César, M. Marcel Touihani, président de l'Assemblée, bonjour, ceci est votre place. Yorana. Les séances que vous dirigez au sein de l'Assemblée depuis 2015 se déroulent-elles toujours en langue tahitienne comme l'imposaient vos prédécesseurs indépendantistes? Non, pas en ce qui me concerne. C'est la langue française qui est principalement utilisée pendant les séances aujourd'hui. Et il est vrai que les élus indépendantistes ont pour habitude d'intervenir en langue tahitienne, donc nous disposons d'un traducteur qui traduit les interventions en langue tahitienne simultanément en langue française. Comme vous le soulignez, la langue française est notre trait d'union avec l'ensemble des institutions du pays. C'est un vecteur irremplaçable d'unité avec la richesse de toutes nos diversités. Vous adhérez à cette réalité, voire même ce constat? J'adhère à ce constat, mais la langue tahitienne également, ce qui permet de lier l'ensemble des institutions et les services du pays. Il ne faut pas non plus oublier que le pays intervient sur l'ensemble des îles habitées, dans les archipels éloignés, et souvent les langues polynésiennes sont utilisées dans les archipels éloignés. Alors qu'en est-il justement des langues régionales en Polynésie française? Alors les langues régionales, il faut quand même se rappeler que la loi d'Exxon a été appliquée en France s'agissant de l'enseignement des langues régionales qu'en 1951. Et cette loi n'a été étendue dans notre pays qu'en 1980, c'est-à-dire 30 ans après. Et c'est à cette occasion que nous nous sommes organisés pour que les jeunes Polynésiens se réapproprient à nouveau leur langue, la langue tahitienne en particulier, mais également le marquisien, le paumotu, le mangarévien, alors qu'à une certaine époque, ce qu'on pourrait dire éventuellement les étrangers interdisaient les Polynésiens d'apprendre sa propre langue. Donc aujourd'hui, les choses se rétablissent et le lien d'unité aujourd'hui avec l'ensemble des Polynésiens et même avec son administration se fait par sa langue maternelle. Monsieur le Président, merci pour cet entretien. Maruru. En parlant de la langue française dans toute nos diversités, je vous invite à découvrir ou redécouvrir l'art oratoire, un héritage de nos aïeux, mais aussi un patrimoine dont s'est accaparé nos enfants. Oui, Éméré, le orero, comme nous l'appelons chez nous, c'est l'orateur, le discoureur. C'est lui qui maîtrise l'art de déclamer. Et nos jeunes enfants se sont emparés en 2009 grâce à nos institutions et à l'établissement d'un concours de orero, cet art. Je vous propose de découvrir la jeune Tahia Ononui Keimuko de la petite île de Mangareva sur l'archipel des Gambiers.
ngarunga mai mate kakao. Akaponi uniu peperu. Mote kapiti atu kite kongutu. Avai e pua-pua. E ukaukai te pu-ipu. Avai e akaroma. E rueai te onyatatai. Avai e uriarau e akanenu-nenuai te kouerei. Avai e tūtakireka-reka amuiai tangi vini-vini. E pura nganui amenei. Akarika keki akamaru. Kaenga iti no te tai roto o mangareva. Itarau ia imati niatu ko achi anua. Pete te engarea oto anguna. Ia katokoto ia irunga i te ota. Ikaro te peiru no te au. No toko ia kato uranga ia ki te pou. Aka ingoa ia koe ko meirenga te ipo. Eta koe. Akarongo mai au koranga nei. Eta koe. Akarongo mai te pia toka nyome. Eteramie. Akaro anai a aupo varine. E mei mata koa e au anu me te au pai. Do te tangi mate tu ki tā koa anu. Tiporo mai nero ki toki me te ana veve pua ia. E mei renga te ipo e. E a ate mei tangi ia koe te awara. Ma te oki kou muri ai koe. Mata katanga no te mamata. E a ate me anui. I tangi. I te awara. Como tairere. Ko amo taira. Ia kauewe te koako. Te aupai, te taumakiranga. Me te kaiata uranga. Te anaunga e iero ako tau arane. Ka papotorio me e anui. Ka kateitei topounga. Ka totonu to verenga. Ko ari manga marenga, manga rewa e kainga to tatou. Ka mauki ki aki tatatou ato ngatu. Ia paka ara manga rewa. Maro i akainuenu! C'est sur cette déclamation émouvante et forte que nous accueillons notre prochain invité. Il s'agit de Jacques Vernaudan. Bonjour Jacques. Yorana. Vous êtes maître de conférence à l'Université de Polynésie française en linguistique. Le orero, cet art oratoire, partie de notre identité culturelle, peut-on le considérer comme faisant partie de la francophonie ? Alors c'est un héritage culturel ancestral polynésien, donc qui en soi n'a pas de lien direct avec la francophonie, mais en même temps c'est vrai que le fait qu'il soit désormais enseigné à l'école, pratiqué par les élèves, est rendu possible parce que dans le cadre de la politique contemporaine linguistique française, les langues régionales ont une place à l'école. Donc il y a un lien effectivement avec la visée de la francophonie contemporaine. La petite Keimunko s'exprime par exemple en Ma'areva. On connaît beaucoup le Reo Teiti ici en Polynésie, mais il existe combien d'autres langues régionales? Alors on compte 7 langues polynésiennes sur l'espace de la Polynésie française. Ces langues se diversifiant elles-mêmes en variantes dialectales. Par exemple en Paumotu, vous avez plusieurs variantes internes. En Marquise, vous avez la variante du nord et du sud. Donc de la diversité en langue, et au sein des langues, il y a également une diversité dialectale. C'est en 1951, avec la loi d'Exxon,
qui est le premier texte finalement qui donne la place à l'enseignement des langues régionales, que cette possibilité naît finalement de pratiquer les langues régionales. Oui, effectivement, comme l'a rappelé le président de l'Assemblée, ce texte a été étendu 30 ans plus tard à la Polynésie. Et depuis, la Polynésie bénéficie de compétences élargies en matière d'enseignement. Elle a donc pris en main elle-même également ces questions de politique linguistique et renforce régulièrement la place des langues polynésiennes à l'école. Mais il faut dire qu'en soi, ça ne suffit pas. Il faut aussi que la société s'approprie cette transmission. Et c'est important que dans les familles aussi, ceux qui sont locuteurs de ces langues participent à cette transmission avec la transmission du français. Justement, en tant que professeur de linguistique, ce qui est l'étude des langues, quel est votre avis sur le fait de pratiquer cette langue? Elle fait vraiment partie de qui on est? Est-ce qu'on est incomplet lorsqu'on ne pratique pas sa langue vernaculaire? Je ne porterai pas ce type de jugement, mais c'est vrai que lorsqu'on a la chance de vivre dans un pays comme la Polynésie où plusieurs langues font partie du patrimoine, sont également des langues parlées encore dans les familles, par les parents ou par les grands-parents, c'est une chance extraordinaire pour les enfants. Au regard des connaissances dont nous disposons aujourd'hui sur l'acquisition du langage et des langues, il n'y a pas du tout de crainte à avoir à exposer les enfants précocement à plusieurs langues. Donc c'est un patrimoine que nous devons transmettre à nos enfants. Vous êtes également un des grands défenseurs des langues vernaculaires de par peut-être votre profession. On croit que vous êtes ce qu'on appelle chez nous un demi, c'est-à-dire le fruit d'un métissage culturel. En fait, vous êtes d'origine métropolitaine. Alors, aucune origine polynésienne. Disons que je ne suis pas le fruit d'un métissage génétique, mais je suis né en Polynésie, d'une famille qui est installée ici depuis le début du XXe siècle. Et j'ai eu la chance de grandir effectivement dans un environnement où j'ai côtoyé à la fois la langue et la culture française et les langues et les cultures polynésiennes. Et c'est une chance extraordinaire. C'est-à-dire indépendamment du métissage biologique, il y a bien un métissage culturel qui est partagé dans cette société et qui fait notre richesse. Justement, on est en droit de se demander à partir de quel moment on est polynésien. On peut être aussi polynésien de cœur. Oui, je ne répondrai pas à cette question, c'est à chacun de faire son chemin. Et les langues font partie de l'élément du chemin, des éléments du chemin. Eh bien, justement, puisqu'on parle de cette francophonie, du fait d'être polynésien de cœur, il y a ici un monsieur qui s'appelle Joseph Maroun. Joseph Maroun est libanais, il s'est installé en Polynésie et Ayata nous raconte son histoire et surtout ce qu'il fait pour la culture polynésienne. Merci beaucoup. Merci, Maruru. Oui, Orana, Joseph Maroun, je viens de rentrer, j'aurais souhaité rencontrer le président assez rapidement. Cette pièce renferme toutes les passions de ce Libanais, la culture polynésienne, la famille, le vin, mais aussi et surtout ses attachements à son pays d'origine. Les événements qu'il y a eu au Liban qui m'ont poussé de m'exiler et de partir, le premier pays qui m'est venu, c'était en tête, c'est la France. Et puis après la fin de mes études, je voulais choisir un pays francophone, c'était la Polynésie. Joseph arrive donc à Tahiti en 1982, mais pas question pour lui d'oublier son pays où il se rend 2 fois par an. Nous sommes à côté de Tanorine, j'étais dans la forêt du cèdre du Liban. Et voilà, je viens de planter le premier cèdre du Liban de Tahiti. Pour favoriser les échanges économiques et culturels entre les deux pays, Joseph crée en 1990 l'association Les Amis du Liban à Tahiti. 7 ans plus tard, le premier magazine annuel voit le jour. Alors le premier numéro, on parlait du Liban, mais ils ont parlé également de nos valeurs, la défense de l'enfance, la francophonie, la promotion de la femme. Vient ensuite en 2009 Franco-Océanie. Ce magazine comporte un foisonnement d'informations sur la francophonie en Polynésie et dans de multiples régions du globe. Tiré à 2500 exemplaires, il est destiné aux francophones du monde entier. Nous essayons à travers les actions que nous menons à l'étranger, principalement depuis quelques années aux États-Unis, en France métropolitaine et au Liban, d'inciter au voyage en Polynésie,
Et si ce n'est pas le Liban qui vient à Tahiti, c'est Tahiti qui ira au Liban. Grâce à Andy Tupaya, célèbre chanteur polynésien, le futur projet de Joseph est d'envoyer une délégation de musiciens locaux au Festival international de Baalbek, à Beyrouth. On le verra tout à l'heure. Je sais que ça va être un grand plaisir pour moi d'y aller et de représenter la Polynésie, voilà, tout simplement au niveau chanson, au niveau... parce que je pense que le Liban ça a la même chaleur qu'ici. Il est ambassadeur quelque part de la musique polynésienne de la nouvelle génération. En dehors de ça, c'est vrai qu'Andy a un répertoire qui est très large, très riche, et il représente bien la diversité polynésienne. Le Liban, ce n'est pas le premier artiste qui va recevoir le Liban. Il y a eu Emma Tirangui qui a travaillé au Liban pendant 2 ans. Il y a eu Henriette Winkler, que les danseurs de Tahiti y étaient. Et d'ailleurs, je me souviens de Yareta Mouyao qui parlait du pays qu'il a le plus touché. Un pays merveilleux, un pays extraordinaire. Et j'espère que Andy aura cette belle surprise également de retrouver un pays, un accueil extraordinaire. Homme engagé pour promouvoir la paix, la liberté, l'équité, le respect et la démocratie, son rêve, voir des collaborations officielles entre Tahiti et le Liban. La francophonie se vit tous les jours comme nous venons de le voir avec l'association Les Amis du Liban. Mais la francophonie, c'est aussi notre bilinguisme qui se perpétue dans la culture et au cinéma. Vaiana en est l'illustre exemple, car les studios de Disney se sont inspirés des explorations réalisées par nos ancêtres qui ont sillonné l'Océanie. D'ailleurs, Moana, titre du film Vaiana en langue tahitienne, signifie l'océan. Mirose, bonjour. Yarana. Vous êtes maître de conférence à l'Université de Polynésie française et vous faites partie de l'équipe en charge de la traduction en langue tahitienne du film d'animation Moana. C'est une première dans l'histoire du cinéma, je vais dire en Polynésie, un film d'animation tiré d'une histoire de chez nous. Oui, on peut dire que c'est un beau tremplin pour la promotion des langues polynésiennes et notamment de la langue tahitienne. Et c'est aussi un beau tremplin et puis peut-être aussi un outil formidable pour impulser, si vous voulez, pardon, de la pratique de la langue tahitienne, notamment chez les plus vieux, mais aussi surtout chez les plus jeunes, notamment ce tremplin Disney permet aussi peut-être de réconcilier les plus jeunes à la langue. Alors ce projet cinématographique, artistique, a été, j'ai envie de le dire, une aventure humaine. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous ? Je pense que la difficulté et aussi le défi a été plutôt de donner une certaine authenticité, donc une certaine fidélité à la langue polynésienne avant tout et aussi une fidélité aussi par rapport à l'original et notamment aussi véhiculer encore des valeurs polynésiennes, notamment par on dit, les éléments de la culture qui sont existants dans ce film. Alors tu parlais des valeurs polynésiennes à véhiculer, on peut parler aussi de la langue polynésienne. À travers ce projet, vous avez tenté de revaloriser la langue tahitienne. Vous songez à d'autres projets de ce type pour que la langue ne se perde pas ? Oui, certainement, et peut-être pas effectivement venant de l'extérieur. Nous avons beaucoup de talents ici et de potentialités pour aussi concevoir nos propres, valorisations à travers des outils, des supports et aussi peut-être des films à l'avenir. Ouais. Merci beaucoup, merci pour ces premières impressions. Oui, Mirose. Je peux en profiter pour, à propos effectivement de la francophonie et surtout de la Polynésie française. Nous avons une revue Langue et Cité de la DGLF-LF, donc Délégation de la langue française et des langues de France, qui va paraître prochainement, très prochainement, qui parle de la Polynésie française et notamment de ses éléments linguistiques et culturels et également de
la Guyane. Donc merci pour cette information, pour me permettre de vous donner cette information. Merci en tout cas à toi d'avoir été parmi nous. Dans quelques secondes, dans une poignée de secondes, nous allons pouvoir apprécier le travail que vous avez effectué parce que vous étiez un groupe j'ai envie de dire, de défenseurs de la culture, de la langue polynésienne. Totalement. Nous allons d'ailleurs à ce sujet pouvoir admirer ou du moins apprécier un extrait. D'accord, exactement, Emery. Merci en tout cas, Mirose, d'être avec nous aujourd'hui et puis de parler de cette fierté. C'est un peu notre fierté en Polynésie, la première fois que Disney choisit parmi le Pacifique la Polynésie pour traduire un de leurs dessins animés dans notre langue vernaculaire. On en découvre un extrait tout de suite. Hare mai, mai, ho ian euta. O oe te ar I o te yenun anana. Tau oi pa whaahia hia ta oe whaatupue aiu. E, hau aera, ia I te oe I hea oe tuai. Moana, mai va, moana tai me te ye, ahi o ia motu nui tō ai a here. Te hura nei te ua nei, te apa nei te a ai tō. A maunoa ia maunoa I tāwe te. Tō hiru a maua te ye moana arawe e a tautopo. Ia hotu maua te tau no te ui. E haa a mui tātou, nara a mate ho a kau. Te hina ino te moana. Ano ho mai, moana no ho mai tu mai. E mana vato o e nuna aia o e. Ai me te ye, pari ki tō mata. Ia pai te ora haki tō ai a here. E ari tō tātou ora, tumu hari. Rawa tua tuna mai ei rawa tua. Na preferi no te maano te ora, no te awanu, rawa no ora. Te tumu tona mai ei, tumu hari. Kuna rao te whenua. No homa. Ia maua, mahiruru e ke e uri. Iahi o a te a tātou o e te tumu. Papuma, e mai te ye e a. Ia vai noa te hau I roko I toa. Eh bien voilà, nous avons découvert un extrait de ce dessin animé Moana. Mirose, votre association Tepu à Titia, est-ce qu'elle a d'autres projets? On sait que c'était lourd de travail, mais c'est une fierté. La première fois que ce film a été projeté, c'était ici à la Maison de la Culture, dans le grand théâtre de la Maison de la Culture. Les gens ont pleuré. Oui, en effet, oui, parce que je pense que c'était un moyen fondamental également pour provoquer des petits chocs aussi culturels et linguistiques. Et à propos de projet, nous sommes déjà dans ce projet-là, c'est un petit projet, un micro-projet dans ce grand projet. Nous faisons un tournée en fait des archipels pour promouvoir ce film, non seulement pour promouvoir, mais aussi pour donner quelques indications, quelques informations aux parents, qu'on aimerait bien, aux parents d'élèves, aux familles si vous voulez, qu'on aimerait bien toucher, notamment leur parler effectivement de l'importance de la transmission des langues dans le foyer. Notamment ici, on sait très bien que de par les études qui ont été menées par ailleurs, il y a bien un élément essentiel pour la transmission, c'est bien les foyers. Or, en Polynésie, on sait, bien sûr, il y a le français qui s'est installé dans les familles, mais il serait bon également aussi qu'il y ait aussi la langue polynésienne ou une langue polynésienne aux côtés de la langue française pour favoriser un bilinguisme harmonieux. Un bilinguisme harmonieux. Et pour traduire les textes du dessin animé Vaiana,
Moana dans sa version polynésienne. Vous avez utilisé le français ou l'anglais, sa version originale? En fait, on a utilisé l'anglais parce que c'est une version originale, on le sait, qui traduit trahit, et donc c'est pour effectivement observer une fidélité, on va dire, relative par rapport à l'original. Eh bien, merci Mirose, merci aussi à tous nos invités merci de nous avoir fait voyager sur notre francophonie. Merci Éméré. Merci Loveina. Nous espérons que vous avez apprécié ce voyage en Polynésie avec notre façon de vivre, notre francophonie, notre bilinguisme, notre biculture, toutes ces richesses. Tout à fait, Loveina. Et pour clôturer en Polynésie ce tour du monde dédié à la francophonie, embarquez à bord de la pirogue de notre chorale de l'école primaire de Pinay qui nous interprète L'Explorateur, l'un des titres du film d'animation de Vaiana, La légende du bout du monde, en tahitien. Nous sommes arrivés au terme de ce voyage en Polynésie. Merci à tous qui nous avaient suivis. Nous avons été fiers de vous présenter notre francophonie en Polynésie et de rejoindre ces 24 heures du tour du monde de la francophonie. C'est l'heure pour nous de passer le relais à Paris. Nous allons maintenant à Paris avec Patrick Simonin. C'est à vous.